Volodymyr Zelensky en visite dans le sud de l'Ukraine pour constater les dégâts à Mykolaïev alors que les combats sont intenses dans le Donbass. La France suffoque sous des températures autour de 40 degrés. Les pompiers espagnols en pleine lutte avec les incendies et la sécheresse poussent plusieurs villes italiennes à rationner l'eau. Le double meurtre survenu en Amazonie met en lumière la terreur imposée aux populations indigènes par les narcotrafiquants et les associations criminelles. Le président ukrainien n'a quitté que très rarement la capitale Kiev depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Il était ce samedi à Mykolaïev, dans le sud, une ville portuaire située non loin de Kherson, qui est aux mains des Russes. Ici, les forces ukrainiennes sont parvenues à repousser les offensives de Moscou. Mykolaïev est stratégique car elle se trouve sur la route d'Odessa, plus grand port ukrainien. La Russie bombarde cette ville régulièrement, mais l'essentiel de ses forces se concentre dans le Donbass. À Severodonetsk, l'ennemi continue de pilonner nos troupes et nos infrastructures civiles à l'artillerie lourde, indique le porte-parole de l'état-major ukrainien. L'ennemi bombarde massivement les structures civiles près de Lysychansk, Metolkin, Ustinivka et Voronov. Les combats se poursuivent pour la ville de Severodonetsk. Les unités ennemies ont essayé de mener des opérations d'assaut en dehors de la ville, mais sans succès. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé samedi avoir détruit des installations de raffinage et de stockage de pétrole dans les régions de Kremenchuk et de Lysychansk. Dans les zones de Kremenchuk et de Lysychansk, nos armes ont détruit les installations de raffinage de pétrole et de stockage du carburant destinées à alimenter les équipements militaires ukrainiens dans le Donbass. À Lysychansk, les forces ukrainiennes se préparent au combat de rue. La ville, déjà lourdement bombardée, est située de l'autre côté de la rivière Donets, face à Severodonetsk, épicentre actuel de la guerre. Il était l'une des figures de la révolution de Maïdan. Roman Ratouchny, 24 ans, est mort le 9 juin dernier près d'Izium en Ukraine. Il avait rejoint l'armée au moment de l'offensive russe. Des milliers de personnes étaient à Kiev ce samedi pour lui rendre hommage lors de ses obsèques. La Russie, cette matrice, ce mode de pensée, ce mode de culture, de valeurs, c'est faux, c'est mortel, c'est dangereux pour nous. Et c'est le testament de Roman, de se débarrasser de cette manière de voir les choses, de la combattre. Roman représente la génération qui est l'avenir de l'Ukraine. Ces gens qui pensent et ne vivent pas selon des modèles, des normes établies, qui comprennent ce qui est bien et mal. C'est une autre dimension. Roman Ratouchny était l'un des premiers étudiants à protester fin 2013 sur la place Maïdan, théâtre de manifestations pro-européennes massives qui ont entraîné en février 2014 la chute du président pro-russe Viktor Yanukovych. Le sud de l'Europe suffoque sous des températures anormalement élevées pour un mois de juin. En France, dans plusieurs régions, les prévisionnistes s'attendent à ce que des records soient battus et que le mercure dépasse les 40 degrés. Un peu partout sur le territoire, de nombreux événements festifs, sportifs et culturels ont été annulés. La canicule précoce révèle la précarité énergétique des appartements vieillissants, difficile à chauffer l'hiver et impossible à rafraîchir l'été. Des bénévoles viennent soutenir certains des locataires les plus fragiles, comme Christian, un ancien peintre en bâtiment de 70 ans. Je me lève, je vais là-bas, je me lève, je vais à la salle de bain, je reviens, je bois un verre de l'eau, après je m'assois, je regarde la télé, voilà. Jusqu'à 2 h du matin, de 3 à 4 heures. On essaye de faire au cas par cas et c'est souvent assez difficile. Et nous, on est juste de passage, mais de voir qu'ils vivent dans ces conditions-là, c'est... Enfin, moi, personnellement, ça me révolte. Ça me révolte et ça me fend le cœur aussi, quoi. La chaleur ira en s'accentuant depuis le sud-ouest de l'Europe en direction du nord-est pour laisser place à des orages ponctuels et une dégradation dimanche sur l'ouest. L'Italie attend avec impatience la pluie. La sécheresse menace les récoltes et en Lombardie, l'eau est rationnée dans plusieurs villes de la plaine du Pô.
Situation dramatique en Espagne pour les pompiers qui font face à plusieurs feux à travers le pays. 14 villages et plusieurs centaines de personnes ont été évacuées dans la région de Castille et Léon où l'incendie géant a déjà ravagé 20 000 hectares. 77 colonnes en bronze en mémoire des victimes du massacre d'Utøya. La Norvège a inauguré un monument sur l'île où en juillet 2011, Anders Breivik a ouvert le feu dans le camp d'été de la jeunesse travailliste. 69 personnes y avaient été assassinées alors que 8 autres avaient été tuées un peu plus tôt par la bombe que l'extrémiste avait déclenchée à Oslo. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Londres pour protester contre le recul du pouvoir d'achat et réclamer du gouvernement qu'il agisse pour favoriser les augmentations de salaire. Selon la Fédération des syndicats britanniques, The TUC, le recul du pouvoir d'achat face à l'inflation a fait perdre aux travailleurs un peu plus de 23 000 € depuis 2008. Chute sans conséquences ni blessures pour Joe Biden qui n'a pas réussi à dégager un pied de la pédale de son vélo alors qu'il s'arrêtait pour parler à des passants et des journalistes à Rehoboth Beach, une station balnéaire du Delaware où le président a l'habitude de se reposer. Joe Biden a 79 ans, le président américain s'est rapidement relevé et il est reparti 5 minutes après. Ils veulent que la lumière soit faite dans cette affaire de meurtre en Amazonie. Le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert indigène Bruno Pereira qui l'accompagnaient ont bel et bien été tués par un pêcheur alors qu'ils se rendaient dans une région reculée pour enquêter sur l'environnement. Le suspect s'est rendu et a avoué le crime. Les représentants des communautés indigènes réclament une enquête poussée. Nous ne pouvons pas travailler en ayant peur d'être abandonnés ou persécutés. Ça suffit, dénonce ce militant de la cause indigène. La police estime que ce meurtre était un acte isolé, ce que les représentants indigènes réfutent. Selon eux, les pêcheurs et les mineurs d'or font régner la terreur en Amazonie. Ce responsable indigène estime que la police fédérale ne veut tout simplement pas endosser de responsabilité dans cette affaire. Son association affirme avoir de nombreux éléments qui prouvent qu'une puissante organisation criminelle a tenté d'effacer les traces de ce double meurtre. Le suspect numéro 1 lui-même aurait déjà été impliqué dans des activités de pêche illégales. Il aurait par ailleurs déjà commis des attaques à l'arme à feu par le passé contre des structures de défense des indigènes. Ce sont les montagnes cachées du département colombien de Cauca dans le sud-ouest du pays. Dans cette région, 16 000 hectares sont consacrés à la culture de la coca. Le trafic de drogue est intense et les groupes armés sont chargés de protéger les plantations. Les gouvernements se succèdent sans parvenir à juguler la violence. Plusieurs membres du peuple Nasa opposés au trafic ont récemment été assassinés. Parmi les victimes, Breiner, un adolescent de 14 ans. 2 frères de Fabian ont ainsi été abattus par un des groupes armés dissidents des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, aujourd'hui dissoutes. Ces groupes armés sont pour l'essentiel composés de mineurs, chacun peut le voir. Ils n'ont pas de ligne directrice politique, pas de ligne directrice révolutionnaire. Ils se concentrent uniquement sur la question économique. Et avant tout, ils se concentrent sur la défense des cultures illégales et de tout ce qu'elles rapportent. Oveimar est originaire de la région. C'est un garde forestier. Selon lui, l'accord de paix signé en 2016 par les FARC et le gouvernement a eu pour conséquence l'atomisation des groupes armés qui luttent pour le contrôle des cultures de coca. Quelques jours après cette conversation, Oveimar a été visé par une tentative d'assassinat à l'arme à feu. Depuis 2018, 89 chefs indigènes ont été assassinés en Colombie. Le département de Cauca est le plus touché et de nombreux habitants ont choisi l'exil. C'est pour ça que je ne vis pas dans ma communauté. J'ai été obligé de partir. Les persécutions sont là-bas permanentes. Le fait que nous portions ce gilet, cette canne, nous place en première ligne et pour eux, nous sommes un obstacle. Nous ne les laissons pas travailler et faire ce qu'ils veulent. Le taux de mortalité du département du Cauca est le plus élevé du pays.
Plus de 900 leaders sociaux et communautaires ont été assassinés en Colombie depuis l'accord signé en 2016 par les FARC. Dans le Cauca, les indigènes du peuple Nasa estiment que la violence a pour origine la mauvaise mise en œuvre du pacte de 2016. Ils réclament une plus forte présence de l'État, davantage d'écoles et de projets pour la communauté. From Northern Cauca, Héctor Estepa for Euronews.